La vieillesse est une maladie. Vrai. Faux. Je veux vivre plus de 100 ans. Vrai. À certaines conditions. Jeunesse est forcément synonyme de beauté. Non. Faux. Faux. Ce n'est pas de vieillir qui fait peur, c'est de mourir. Oui et non. Les deux. Oui. C'est pareil. Oui. Je m'appelle Isabelle Sarfati, je suis chirurgienne plasticienne. Je suis un boomer. Oui. Les réseaux sociaux définissent nos normes de beauté. Pas que les réseaux sociaux. Ils élargissent aussi nos normes de beauté. J'utilise régulièrement les réseaux sociaux. Professionnellement, oui. Ne pas vouloir vieillir est contre nature. Non. La médecine est contre nature. Mon âge est un handicap. Non. Non. Pas pour l'instant. Pouvoir vivre plus vieux en meilleure santé, c'est une préoccupation de riche. Non. Non. La nature fait bien les choses. Pas toujours. Pas toujours. Les médecins sont là pour s'ériger contre la nature en permanence. Jean-Marc Lemaître, je suis directeur de recherche à l'INSERM. Je co-dirige un institut de médecine régénératrice et biothérapie à Montpellier et je travaille sur le vieillissement et la longévité. Vivre jusqu'à 200 ans, c'est possible. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Il faut changer de regard sur la vieillesse. Oui. Oui. Vieillir, c'est une fatalité. Oui. Vieillir est la meilleure chose qui puisse nous arriver, parce que l'alternative de pas vieillir, c'est mourir. Mourir. Les crèmes anti-âge, ça marche. Oui. Non? Certaines marches. Aucune? On idéalise beaucoup trop la jeunesse. Non. Pas forcément. On l'idéalise un peu, oui. J'aime ce que je vois dans le miroir. Oui. Pas toujours. Mon physique, je le choisis. Je peux le choisir, plus ou moins. J'ai 1% de marge de manœuvre sur mon physique, mais il m'intéresse. Un jour, nous serons immortels. Non. Je vais me ranger derrière le chercheur. Non. Accepter de vieillir, c'est facile. Oui. Non? L'âge, c'est dans la tête. En partie. Aussi. Selon vous, à partir de quel âge on est vieux? On peut être jeune et vieux et vieux et jeune, donc je dirais qu'il n'y a pas d'âge. On est vieux quand on se considère trop vieux pour quelque chose. On peut être trop vieux pour jouer à la marelle. C'est assez tôt. Mmh. On peut être trop vieux pour postuler à un poste. On est vieux par rapport à quelque chose. Donc être vieux, c'est dans la tête? Non, c'est dans la tête et dans le corps. Enfin, c'est dans l'humain. Vous buvez ça tous les matins? Oui, exactement. J'appelle ça le géant vert. Ça contient des acides aminés, des peptides, de la cannelle, de la créatine. C'est très bizarre. Je bois ça et après je prends 54 gélules de compléments alimentaires. Brian Johnson enchaîne avec des fruits frais et un bol de brocoli, de chou-fleur et de champignons. Je cite des commentaires, il a un visage figé, sans émotion, la jeunesse c'est lorsqu'on est pétillant, il a oublié de vivre je crois. Un autre commentaire qui dit je préfère vieillir et profiter de la vie. Est-ce qu'il vaut mieux vivre plus longtemps avec des contraintes ou vivre moins longtemps mais pleinement? On vit toujours avec des contraintes, plus ou moins. Après, si l'objectif c'est de vivre plus longtemps en bonne santé, on peut admettre un certain nombre de contraintes. Le problème de Brian Johnson, c'est que il a pris tout ce qui se faisait de possible et imaginable en recherche en ce moment. Il a tout mélangé et il dit que c'est le meilleur programme. Quand on fait effectivement de la recherche et qu'on veut tester l'effet d'une stratégie, on mélange pas tout parce qu'on ne sait plus qui fait quoi et comment ça se fait. Et donc, c'est quelque chose de très empirique. Ce qui fait, je suis pas sûr que ce soit très efficace au final. Oui, pour moi, je prends connaissance de l'existence de Brian Johnson maintenant, mais ça pose deux problèmes différents. Premièrement, qu'est-ce qu'on est prêt à faire, à vivre ou à ne pas vivre dans l'idée de vivre plus longtemps? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il y a de vraiment prouvé et de complètement imaginaire dans ce qu'ils mangent? Moi, je vois tous les jours des patientes qui veulent, qui me disent qu'elles mangent que du blanc, que du vert, du accaro et de je sais pas quoi pour éviter. Alors moi, je m'occupe beaucoup de cancer du sein pour éviter d'avoir un autre cancer, mais en fait, elles mangent n'importe quoi. Les preuves scientifiques réelles derrière, vous les connaissez, mais ces personnes ne les connaissent pas. Elles ont des credos scientifiques basés sur... mais on ne sait même pas, c'est même pas des études scientifiques, on a raconté que quelqu'un avait prouvé que de marcher 3 fois sur la tête et de faire et de manger du sable diminuer, je sais pas quoi, mais il y a même pas l'étude qui est lue derrière, donc c'est n'importe quoi.
Et il y a des gens qui vivent une vie très contraignante. Et moi, je regarde ça et j'ai envie de rire en disant, mais la malheureuse, elle se pourrit la vie avec rien scientifiquement derrière. Je pense que et les plasticiens et les chercheurs, alors eux, ils s'intéressent à, je dirais, à l'infiniment petit. Je m'intéresse à donner une apparence qui soit différente. On est aux deux extrémités de cette recherche. Et généralement, ce qu'on peut faire pour essayer d'être en meilleure santé, c'est des choses assez basiques qui sont quand même assez bien démontrées maintenant. Ça peut être du jeûne intermittent, ça peut être des choses sur l'alimentation, changer d'alimentation, des choses voilà qui sont assez bien prouvées, mais pas manger que du vert, manger que. Il y a quelques alimentations qui ont fait leurs preuves. L'alimentation méditerranéenne, on sait qu'elle est bonne pour la santé, par exemple. Il y a des preuves scientifiques des différents composés, etc. Donc le jeûne intermittent, il y a eu beaucoup d'études aussi, et donc on sait ce que ça déclenche au niveau cellulaire, tissulaire, et on en connaît les bienfaits. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet, du on-dit, et en fait, les gens se jettent dessus sur tel composé, alors ça n'a jamais été étudié. On a des pratiques qui sont différentes, mais bon, je pense qu'on est sur des objectifs qui sont assez similaires. Moi, j'y connais rien, mais par exemple, vous mangez quoi, vous, Jean-Marc, au petit déjeuner? Alors moi, au petit déjeuner, ça dépend. Ça peut être des protéines, ça peut être... C'est quoi des quoi ça peut... Alors quand c'est le bon moment, je me mets à manger des œufs, du jambon, par exemple, le matin, un fruit ou quelque chose. Et Enfin, vous avalez pas un litre de gélules ah non, je avec l'excipient, je prends des vitamines. Ça, c'est... Vous prenez des vitamines? Oui, vous prenez quoi comme vitamine? Je prends polyvitamine. Donc vous prenez 2 gélules de polyvitamine. C'est ça, polyvitamine et puis un peu de metformine aussi. D'accord, je vais noter. Donc polyvitamine, metformine. Voilà. C'est quoi le metformine? Alors la metformine, c'est un antidiabétique au départ. Et puis on s'est rendu compte que parce qu'on avait beaucoup de recul, ça date des années 70, ce médicament. Et donc on s'est rendu compte que c'était l'équivalent de ce qu'on pouvait faire quand on faisait une restriction calorique. Ça activait les mêmes voies, certaines voies de réponse au stress, certaines voies de privation de nutriments pour les cellules, qui déclenchent un certain nombre de mécanismes qui sont bénéfiques pour la cellule. Et puis, sur des grandes cohortes de patients, puisque depuis 70, on a eu le retour, on s'est rendu compte que ça diminuait les cancers, ça diminuait les maladies cardiovasculaires, même Alzheimer, et qu'en plus, les gens qui prenaient de la metformine et qui étaient au départ diabétiques vivaient plus longtemps que ceux qui n'en prenaient pas, qui n'étaient pas diabétiques. Donc globalement, c'est un effet bénéfique, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui en recherche, ça mime la restriction calorique. Et on sait que la restriction calorique permet de vivre beaucoup plus longtemps sur tout un ensemble de modèles animaux. Et quand on voit sur les zones bleues où on a identifié des nombres exceptionnels de centenaires, et bien chaque fois on est quand même en dessous du nombre de calories prescrits. On est à entre 20 et 30% de calories en moins. Et on sait qu'il y a un bénéfice sur tous les modèles qui ont été étudiés, depuis les petits vers, en passant par la souris, jusqu'au primate non humain, etc. Et chez l'homme, même si on ne l'a pas réellement il n'y a pas eu une étude, Non. prospective, Voilà, randomisée, il y a pas eu. claire, qui a prouvé ça. Pas eu. Jean-Marc, vous avez répondu que pour vous, la vieillesse est une maladie. Oui, C'est possible de guérir la vieillesse? Alors en fait, pourquoi j'en suis arrivé à cette conclusion-là? Je ne suis pas le seul. C'est vraiment un changement de paradigme qui vient du monde de la recherche, parce qu'on s'est rendu compte que aujourd'hui, on connaît assez bien quelles sont les marques du vieillissement, nos cellules. Les chercheurs en ont identifié, ça fait consensus, il y en a 12 à peu près. Il y en avait 9 il y a quelques années, on a augmenté un peu à 12. Et on sait qu'avec ces marques, on peut savoir où on en est du vieillissement de nos cellules et de nos tissus. Mais on peut aussi utiliser ces marques comme des cibles pour essayer de freiner le vieillissement ou faire marche arrière. Et pour 2 de ces marques, qui ont été plutôt bien travaillées, qui sont la sénescence de nos cellules, on sait qu'avec lorsque nos cellules stressent et qu'elles s'endommagent, elles rentrent dans un état qu'on appelle la sénescence, qui est vraiment aujourd'hui décrit
est bien explorée comme une clé du vieillissement. Et puis à côté, on a... Vous parlez des marques à l'échelon cellulaire. À l'échelon cellulaire. Vous ne parlez pas de la perte de l'ovale du visage. Non. D'accord. On n'est pas marche cellulaire. Alors après, c'est un peu vrai pour tous les tissus, cette accumulation de cellules sénescentes avec l'âge. Et puis on a nos cellules qui perdent un peu leur programme et elles ont tendance à se déprogrammer. Et en gros, dans nos tissus, nos cellules, elles sont dans ces deux états avec l'âge. Soit elles sont sénescentes, et souvent elles s'accumulent avec l'âge parce que notre système immunitaire qui est censé les détruire fonctionne moins bien. Et soit elles sont dans cet état vieillissant, déprogrammé, où les cellules fonctionnent beaucoup moins bien, elles sécrètent beaucoup moins de facteurs positifs. C'est le cas pour les cellules, pour les fibroblastes, avec le collagène dans la peau, etc., l'élastine et autres. Et donc on sait que ces deux marques-là, sénescence, déprogrammation, lorsqu'on intervient sur ces marques pour détruire les cellules sénescentes, ou bien reprogrammer ces cellules qui dérivent, eh bien on gagne 30% de vie en bonne santé et sans maladie du vieillissement. Comme si finalement, le vieillissement lui-même, la vieillesse, était la mère des maladies et que les maladies qu'on connaît en étaient que les conséquences. Parce qu'en traitant cette vieillesse, enfin ce vieillissement de nos tissus, de nos cellules, eh bien on évite ces maladies du vieillissement. Mais comment on traite ces cellules? Alors, qu'est-ce qui marche pour les rendre... Alors typiquement, détruire les cellules sénescentes, il y a tout un ensemble de petites molécules qu'on connaît maintenant. Au départ, certains sont des médicaments, et puis d'autres sont des molécules naturelles, et qui sont déjà en essai clinique à la Mayo Clinic aux États-Unis sur tout un ensemble de pathologies du vieillissement, comme la fibrose pulmonaire, l'Alzheimer, l'arthrose, l'ostéoporose, même la fragilité que connaissent bien les gériatres, qui est cette période un peu où les personnes vont basculer vers les maladies du vieillissement parce qu'elles s'affaiblissent, Et donc, tout ça est déjà en essai clinique aux États-Unis. Je pense que, alors pour certains, il y a déjà des résultats, pour l'arthrose par exemple. On voit qu'il y a un effet, parce qu'on sait que les cellules sénescentes sont là, donc en les détruisant. Mais quand le tissu est déjà abîmé, on peut freiner l'évolution, mais c'est difficile de dire on a remis les compteurs à zéro. Et donc, je pense qu'il faudrait le faire avant d'être malade, avant d'avoir un tissu abîmé. Mais comment on va les détruire, ces cellules sénescentes? Avec ces petites molécules, par exemple. Lesquelles? Une molécule naturelle, la ficétine. C'est une molécule naturelle qu'on retrouve dans les mûres, à petite concentration. Mais quand elle est concentrée et qu'on en prend des doses fortes pendant quelques jours, eh bien, ça détruit les cellules sénescentes qui se sont accumulées dans le corps. Et est-ce qu'on risque pas d'atteindre un état où, d'un moment, on se dit... On avance dans l'espérance de vie, on arrive de plus en plus à atteindre un certain âge en bonne santé. Quelle limite on se fixe? Le record, c'est 122 ans. Après, donc on ne sait pas si on va aller au-delà. D'ailleurs, c'est très débattu chez les démographes. Certains disent que oui, on va sûrement dépasser avec la médecine derrière, l'évolution actuelle. Déjà, sans traiter le vieillissement, en traitant juste les maladies qui apparaissent avec... des statines quand on a du cholestérol, de la metformine quand on commence à faire du diabète, etc. On a déjà augmenté l'espérance de vie à la naissance, on a doublé en un siècle. Donc, à côté de ça, on augmente aussi la longévité. Les gens vivent de plus en plus vieux. Mais globalement, on n'augmente pas beaucoup la longévité maximale. Il y a toujours eu quelques exceptions qui ont atteint les 120 ans, mais on n'a jamais vu personne à 150. Globalement, on a augmenté l'espérance de vie d'une population et on cherche à augmenter l'espérance de vie en bonne santé d'une population. La longévité maximale, personne n'y a vraiment touché, semble-t-il. Si on distingue la longévité de l'espérance de vie, la longévité n'a jamais été tellement augmentée. Par contre, l'espérance de vie est en perpétuelle augmentation et la vraie question qui se pose, c'est vivre plus vieux, certes, mais dans quel état? Aujourd'hui, la longévité maximale, vous avez raison. La seule donnée assez fiable qu'on a, c'est que depuis les années 50, si on regarde l'âge où les gens meurent le plus, qui est quand même un paramètre de longévité finalement, eh bien ça n'a cessé d'augmenter. Aujourd'hui, quand on dit qu'une femme a une espérance de vie à la naissance de 84-85 ans, en fait, l'âge où elle meurt le plus, c'est 91. Et donc, pareil, 50 différences pour les hommes. Donc, on est depuis les années 50, c'est une droite.
Non, c'est en train de diminuer depuis le Covid. Et on ne sait pas, je crois, si ça va reprendre, parce que je crois qu'on prenait 3 mois d'espérance de vie en plus par an. Ça, c'était la croissance en gain d'espérance de vie avant le Covid. Et depuis, il semblerait qu'on ait un tout petit peu infléchi la courbe. Alors, vous avez raison, mais elle s'est redressée. Et on risque d'avoir effectivement pendant une petite période un palier, parce que l'espérance de vie à la naissance, on la calcule avec le taux de mortalité de l'année. Parce qu'on n'a pas. Donc, on prend une cohorte fictive de 1000 personnes et on regarde avec la mortalité de l'année à quel moment toutes ces personnes. Il reste plus personne dans la cohorte au fil du temps. On fait une moyenne de tout ça et ça calcule l'espérance de vie à la naissance. Par contre, on sait que la mortalité évolue. La mortalité de l'année évolue, et notamment tous ces gens du baby-boom, et donc tout ça va on vit de plus en plus longtemps, donc on va aussi avoir une mortalité qui va évoluer. Donc probablement que ça va faire descendre un petit peu l'espérance de vie à la naissance, mais déjà on a rattrapé cette petite baisse qu'on a avec le Covid, donc je pense qu'on est parti pour continuer, en tout cas. Et est-ce que c'est pas se bercer d'illusions, justement, que ce soit penser qu'on va peut-être un jour vivre jusqu'à 200 ans, voire plus, et d'un autre côté aussi se dire, mon physique, parce que vous êtes chirurgienne, Isabelle, mon physique, on peut le changer, on peut le modifier et faire fi de sa vieillesse et ne pas s'en préoccuper, ou en tout cas faire comme si elle n'était pas là. Je ne crois pas qu'on puisse faire fi de sa vieillesse. Je pense qu'on peut négocier. Je pense qu'on peut négocier en préventif. Il est certain que, alors moi je m'occupe pas tellement de ce qu'on mange et de ce qui se passe, mais il semblerait que être à un poids normal soit un bon facteur de non-vieillissement du corps, ne serait-ce que parce que les articulations ont du mal à supporter le surpoids, ne serait-ce que parce qu'on garde une bonne mobilité, que de faire du sport. Alors, les sportifs qui font beaucoup de sport, en fait, ils ont un appareil locomoteur qui vieillit plus vite que les autres. Mais entretenir une forme sportive en bougeant normalement, ça maintient une façon un dynamisme du corps qui va dans le sens de la jeunesse. Que faire attention à son apparence, ça arrange plutôt l'apparence des gens, mais je ne crois pas du tout qu'on puisse en faire fi. Je pense que c'est un combat qu'on mène en fait relativement tôt, en ayant compris que notre mode de vie a des conséquences sur notre vie et sur notre apparence, et la chirurgie esthétique peut être considérée aussi comme un mode de vie, c'est-à-dire qu'effectivement, si je modifie mon apparence de façon très, très, très marginale, j'entends, ça ne va pas modifier l'essentiel. Mais si, quand je me regarde dans la glace, je trouve que j'ai bonne mine et que j'arrive à accepter de cohabiter avec ce corps et avec cette image, je vais le faire. Ça va mieux se passer, c'est interactif. Si je vois une image de moi de vieillarde Kakoshim, je vais avoir tendance à me conduire et à me penser comme telle. Et si je vois une image de moi qui est plus jeune, plus dynamique, je vais me penser et vivre ma vie de cette manière-là. Donc faire de la chirurgie esthétique, ça rendrait plus jeune dans la tête. C'est pour certaines personnes, faire de la chirurgie esthétique peut les rendre plus jeunes dans leur tête. Visuellement aussi. Je ne crois pas qu'on triche sur son âge, non. En réalité. Je pense qu'il y a plusieurs manières. Moi, quand je vais chercher une patiente dans la salle d'attente et que je lis sur le dossier 60 ans, je ne sais pas très, très, très bien sur qui je veux tomber. Oui. Je peux tomber sur Maminova et je peux tomber sur, je dirais Jane Fonda, elle n'a pas 60 ans, elle en a 85, etc. Mais ça revêt vraiment des degrés de dynamisme et de
jeunesse, on peut appeler ça jeunesse, qui est extrêmement variable. C'était d'ailleurs un petit peu l'objet du livre que je viens de publier, c'est qu'en fait, on vieillit à des vitesses différentes. Donc, effectivement, une personne qui a 60 ans, elle peut biologiquement déjà en avoir beaucoup plus ou parfois beaucoup moins. Et donc, quand vous recevez quelqu'un de 60 ans dans votre cabinet, effectivement, physiquement, déjà, j'imagine que vous constatez des différences importantes au niveau du visage. Il y a des différences génétiques, il y a des différences de mode de vie, il y a des différences culturelles dans la façon de vivre et de penser son âge, qui aboutit à des résultats extrêmement différents. Oui. Mais biologiquement, c'est le cas aussi. On le mesure maintenant. Et donc, on sait assez bien mesurer quel âge a votre biologie, qui n'est pas forcément l'âge chronologique. Il y a quelque chose quand vous parlez de la biologie, on a l'impression qu'il y a quelque chose d'inscrit. C'est-à-dire que on peut dire que la génétique, c'est une forme de tragédie dans le sens où on va rien faire on peut pas faire grand-chose qui modifie la génétique. Et nous, on est surtout intéressés sur notre mode d'action. Voilà, c'est ça. Mais en fait, les études montrent que la génétique, dans la longévité, pas forcément dans le physique, bien sûr, le vieillissement physique visible, c'est très peu, c'est 10%. Les dernières études montrent que c'est 10%, 90%, c'est ce qu'on vit. Et donc, et ça, on le mesure aussi par le fait que quand on change de mode de vie, quand on change radicalement d'alimentation et même on essaie de faire des efforts sur le stress qu'on vit, etc., ben on arrive à faire marche arrière, on gagne des années de vie. Vous me faites penser à des patientes, donc moi encore une fois je m'occupe plus de cancer, et alors après un cancer, beaucoup de patientes disent qu'elles veulent faire ce qu'elles peuvent pour éviter que ça recommence, oui. Et alors bien sûr, elles attribuent, on cherche souvent une cause à ce qui est arrivé, et le stress est une cause. Mais éviter le stress, c'est un vœu pieux, ça. Éviter le stress. Mais évidemment, mais on sait l'effet que ça a sur nos cellules. Et alors, est-ce que je vais éviter la maladie, les accidents de la vie, le stress professionnel, les engueulades, etc. Parfois, on se stresse pour pas grand-chose aussi, peut-être. Donc voilà, c'est essayer de... C'est une chose d'éviter de stresser pour pas grand-chose, voilà, que l'idée de « je vais éviter le stress ». Je dis « très bien, vous allez m'expliquer comment vous allez faire, je vais faire pareil ». Mais bon... Non, mais par exemple, je vais vous donner un exemple. On sait aujourd'hui que quand on fait de la méditation, on active certaines enzymes. On active par exemple la télomérase. La télomérase, c'est cette enzyme qui permet de maintenir notre télomère à la bonne taille. En tout cas, parfois même de le rallonger. Mais on sait que ça active la télomérase rien que de faire de la méditation. Donc c'est un acte positif. Si on dit faites de la méditation, je veux bien faire de la méditation, mais éviter le stress, c'est quelque chose de négatif. Comment je peux éviter les choses qui arrivent sur moi? Bien sûr, non. Éviter de se stresser, si ça n'est pas nécessaire. Éviter de faire une montagne de tout. Voilà. Je pense qu'on peut le donner comme règle de vie. Après, vous avez raison. C'est sûr. Vous avez raison que parfois, le stress, il est inhérent à l'activité, etc. D'ailleurs, il y a une étude qui montre très bien que pendant les études de médecine, pendant l'internat, on a mesuré la taille des télomères avant. Ils étaient ratiboisés par l'internat. Ils diminuent 6 fois plus vite que la normale pendant les années d'internat. Ils repoussent après? Ah non. Ah merde. Ça repousse plus. Il faut faire de la méditation. Et désolé, je vous interromps, mais est-ce que c'est pas un problème aussi de société? Vous disiez, Isabelle, tout à l'heure, que si vous regardez dans la glace et que vous voyez une mamie rabougrie, vous dites j'ai pas envie de ressembler à ça, donc je vais agir pour justement me sentir encore plus jeune parce que je veux avoir une belle image de moi. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que si je vois une mamie rabougrie dans la glace, je veux m'habiller en mamie rabougrie, je veux me conduire en mamie rabougrie, je ne vais pas être aimable du tout, et je vais limiter mon imaginaire. Et que si j'arrive à avoir une action sur ce que je vois de moi, ça va être interactif. C'est-à-dire que si je vois l'image d'une femme
aimable et dynamique, eh ben, je vais me permettre de me rêver en femme aimable et dynamique, je vais me conduire comme telle, je vais m'habiller comme telle, et donc c'est interactif. Mais ça, est-ce que c'est pas parce qu'on a l'image de la mamie rabougrie qui serait pas aimable et pas dynamique? Mais moi, je suis pas aimable du tout quand je me trouve très moche, parce que j'ai pas du tout envie qu'on me regarde. Donc si on me regarde, je trouve ça agressif, et donc je suis pas aimable. Donc je me souviens, il y a des scènes comme ça où je me souviens que j'étais sortie de chez moi un matin, genre en pyjama, en mettant un manteau, juste pour aller acheter des croissants. Et il y a un jeune homme dans la queue pour les croissants qui commence à me parler. Et moi, mais j'avais juste envie qu'il me regarde pas, donc j'étais pas aimable du tout, du tout, du tout. C'est le fait de se vivre comme moche et irregardable, ça ne rend pas aimable. Pour supporter d'être regardé, il faut quand même supporter un minimum son image. Il faut cohabiter avec son image de façon plus ou moins harmonieuse. Et est-ce que justement ce rapport à son image, à la beauté, est-ce que c'est un problème qui est beaucoup plus féminin, notamment avec la vieillesse, parce qu'on a souvent, on entend dire que les hommes prennent de la beauté avec l'âge. Est-ce que c'est quelque chose qui est féminin? Ça n'est pas que féminin, et il n'y a pas que les femmes qui sont atteintes de ce qu'on pourrait appeler du jeunisme. Et on le voit d'ailleurs, il y a de plus en plus de troubles du genre, et en particulier de plus en plus de troubles du genre chez les femmes, puisque 80% des transitions sont des transitions femmes vers hommes, et seulement 20 sont des transitions de hommes vers femmes. Et je pense que c'est en grande partie lié aux injonctions qui reposent sur l'idée d'être une femme, et qu'il y a des personnes qui ont un mal fou à s'imaginer comme femme avec toutes les injonctions qu'il peut y avoir autour de la féminité. Sur la chirurgie chez les jeunes, on parlait de mamie rabougrie. Est-ce que si une femme, un homme, se sent pas à l'aise avec son visage, avec son corps, avec ce qu'il est-ce que faut qu'il fasse de la chirurgie? Est-ce qu'il faut qu'il aille contre ce qu'il est en état de nature? Il faut rien du tout en pratique. La chirurgie esthétique est une option. C'est une proposition. Ça existe. Ça existe comme plein d'autres propositions. C'est un recours qui ne concerne que certaines personnes. On agit de façon assez marginale par rapport à l'anatomie globale, mais je pense que quand on a un complexe, qu'il soit concernant l'âge ou qu'il soit sur, je sais pas, la taille des seins, du nez ou autre chose, bah, globalement, il y a plusieurs voies. Une des voies, bah, c'est de faire un travail sur soi et d'accepter ce qu'on est. L'autre des voies, c'est de changer un peu esthétiquement ce qu'on est. Et la voie la plus facile, c'est probablement un mélange de toutes les voies, accepter une partie, lutter contre ce sur quoi on peut lutter. Ça peut être le poids, le sport, la chirurgie esthétique, plein de choses différentes. Comment vous abordez la chirurgie esthétique, Jean-Marc, ou sur le rapport au vieillissement? Est-ce que ça fait partie de vos études ou... Alors non, on regarde pas réellement ce qui se passe après une chirurgie esthétique. Ça doit être, on imagine bien qu'il y a un remodelage des tissus, des choses comme ça qui pourraient être intéressants à analyser en biologie, mais c'est pas quelque chose qu'on fait. Par contre, je suis d'accord que c'est une option. C'est une option et certaines personnes l'utilisent. Alors peut-être certaines en abusent parce que comme vous le disiez, c'est quelque chose d'assez facile à réaliser. Et les gens peut-être veulent corriger un peu tout ce qui est possible avec la chirurgie à un moment ou un autre. Parce que quand on voit que ça marche, on se dit, il y a peut-être encore un petit défaut là, puis un petit défaut là, peut-être que... C'est pas vrai en pratique. Non, c'est pas vrai. En pratique, la majorité des gens qui viennent en consultation, ils viennent pour une chose, Précise. Ils corrigent cette chose et on ne les revoit pas. L'idée d'une addiction à la chirurgie, il y a des addictions à tout. Oui, c'est ça. Ça concerne
une infime minorité, D'accord. comme beaucoup d'addictions. C'est une proposition comme une autre. Alors, à côté de la chirurgie esthétique, il y a la médecine esthétique qui fait aussi, qui est la version plus médicale de la cosmétique. Je dirais la cosmétique, c'est quand même très limité. La cosmétique, ça passe pas la barrière cutanée, théoriquement. C'est que on reste que sur l'épiderme, donc on va améliorer l'épiderme, ça c'est sûr. Et dès qu'on fait de la médecine esthétique, on va jusque dans le derme, et donc il y a tout un ensemble de produits qui peuvent être. On sait par exemple que la vitamine C, alors on peut la prendre, hein, ça active la synthèse de collagène. Alors on peut l'injecter aussi. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Après, il y a tout un ensemble de stratégies supplémentaires avec l'acide hyaluronique, les choses qui sont un peu déficitaires avec l'âge dans ce type de médecine. Mais à nouveau, ce sont des options. Si on veut avoir recours à essayer de prendre en charge le vieillissement et de le freiner, plutôt que d'essayer de le corriger à un moment ou à un autre, c'est ce dont on a parlé, c'est faire attention à l'alimentation, essayer de corriger un certain nombre de choses qui vont faire que notre biologie va être plus favorable et on va moins altérer nos tissus. Et donc, voilà, c'est des choses de fond qu'il faut peut-être mettre en place assez tôt, mais les conserver le plus longtemps possible, en tout cas. Je ne crois pas que tous les moyens préventifs vont diminuer la demande en chirurgie esthétique. Je pense que vraiment, ce sont probablement les mêmes personnes qui vont à la fois faire du préventif, de la médecine esthétique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est concerné par un problème, on va agir de manière multifactorielle avec les données du moment qu'on a, et ce ne sera pas pareil dans 20 ans. C'est multifactoriel. Après, choisir son alimentation, c'est pas la même chose que de subir une opération. Beaucoup plus facile de subir une intervention. Ah oui. On fait le choix une fois, on va au bloc 2 heures et on sort après. Choisir mon alimentation, enfin, tout ce qui a rapport à l'alimentation, qui est un phénomène quand même quotidien et qui est très lié au plaisir, c'est-à-dire faire un régime, par exemple, c'est très, très difficile. C'est-à-dire qu'il faut prendre la même décision 50 fois dans la journée et à la 51e, ne pas manger un croissant, un pain au chocolat et boire la bouteille de coca. C'est beaucoup plus facile, la chirurgie esthétique, que la prévention. Absolument. C'est moins ambitieux parce que c'est vraiment des modifications de surface, mais beaucoup plus simple. Ah oui, absolument. Il y a plus de gens qui font de la chirurgie que de gens qui mangent sainement, selon vous ? Je dirais pas ça. Je dis que manger réellement sainement et se donner des règles d'hygiène de vie quotidienne qu'on va suivre quasiment tous les jours, toutes les semaines, toute l'année, est quelque chose qui est beaucoup plus astreignant et qui demande beaucoup plus de volonté que de la chirurgie esthétique. Mais encore une fois, les deux ne sont pas en compétition, ils sont complémentaires. Les mettre en compétition, c'est comme si on allait faire l'idée de faire un allait nous empêcher de faire l'autre. Aucune chirurgie esthétique ne dispensera d'une bonne hygiène de vie. Et avec la meilleure hygiène de vie du monde, il y a des choses qui ne seront pas corrigées et qui peuvent tenir à cœur des gens et qui ne vont pas dispenser de la chirurgie si on veut agir dessus. On peut même imaginer qu'effectivement, quand on fait une correction en chirurgie esthétique, peut-être qu'on a, se voyant plus jeune physiquement, peut-être qu'on a plus envie de faire l'effort derrière, de contrôler son alimentation, etc. Donc c'est probablement même un dialogue. Selon vous, est-ce qu'on doit chercher à rester jeune à tout prix ? Alors, est-ce qu'on doit le faire ? Je ne sais pas si on doit le faire. En tout cas, je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui en ont envie. Et donc, à partir du moment où ça peut devenir accessible, pourquoi ne pas le proposer ? Par exemple, quand on a affaire à des gens qui sont gros ou en surpoids et qui viennent me voir pour une lipoaspiration, il est évident que je ne vais pas résoudre un problème de surpoids généralisé avec une lipoaspiration, parce que je ne vais pas faire une lipoaspiration des joues, du cou, des oreilles, des poignets, des chevilles. C'est localisé, la lipoaspiration. Oui. Par contre, sur certaines personnes qui n'ont jamais réussi vraiment à maigrir et qui sont un peu désespérées, faire une lipoaspiration
qui modifie en quelques heures réellement la silhouette. Ça donne une récompense narcissique qui peut aider et servir de starter à un régime. Et moi, j'ai vu des personnes qui n'arrivaient pas à maigrir et qui, après une liposuction, ont réussi à perdre du poids. Mais parce que maigrir avant de voir un résultat dans la glace, c'est laborieux, je veux dire, ça se mérite vraiment. Et si on voit un résultat dans la glace et qu'on voit que brutalement, on ferme un chemisier, on ferme un pantalon, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on a été récompensé d'un effort et du coup, on a envie de s'investir dans soi et du coup, on arrive à perdre un poids qu'on n'arrivait pas à perdre avant. Les deux jouent ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas un mépris aujourd'hui, justement, vis-à-vis de la chirurgie esthétique dans cette dynamique-là pour dans le bien-être, dans la santé? C'est le jeunisme d'une façon générale. C'est-à-dire que on a l'impression que vouloir rester jeune, c'est contre nature. Vous, Jean-Marc, vous avez un a priori dessus? Ah non, pas du tout, non. Non. Faut plus. Tout ce qu'on fait en recherche, on se rend compte que pour éviter les maladies du vieillissement, la seule chose qu'on arrive à faire, c'est de rester jeune plus longtemps. Donc, je ne vais pas vous dire le contraire. La chirurgie esthétique, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que, si je puis dire, c'est-à-dire que c'est à la fois une soumission et à la fois une prise de pouvoir. C'est une soumission aux normes en vigueur, à la règle de la beauté, l'harmonie, la minceur, etc. C'est une soumission au diktat culturel de l'époque. Et c'est une arme de liberté et de pouvoir parce qu'on prend le pouvoir. On prend le pouvoir sur deux choses sur lesquelles on a très peu d'action, qui sont la génétique et le temps qui passe. Et là-dessus, la liberté, c'est effectivement de prendre le pouvoir et de dire non, je vivrai pas toute ma vie avec le double menton de ma mère. Et ça, c'est à la fois de la soumission et du pouvoir, et ça a une connotation un peu diabolique, la chirurgie esthétique, parce que ça remet en question des fatalités qui sont des destins, quoi. C'est-à-dire qu'on change le destin de quelqu'un qui serait dicté par sa génétique ou qui serait dicté par le temps qui passe, qui sont deux choses sur lesquelles on a assez peu d'action finalement. Après, parallèlement, quand on dit prendre en charge sa santé, parfois c'est aussi avoir des contraintes, faire des efforts, mais c'est aussi prendre le pouvoir d'une façon ou d'une autre, puisque changer de mode de vie parce qu'on se rend compte que notre mode de vie, ne serait-ce que les gens qui fument et qui se rendent compte que à un moment ça va pas, il faut arrêter de fumer parce qu'on commence à tousser, c'est un effort, mais c'est une prise de pouvoir aussi, à nouveau, et c'est une prise de pouvoir pour la santé plus que pour l'apparence physique, mais c'est aussi prendre soin de son corps, c'est d'une façon ou d'une autre, c'est prendre le pouvoir sur son corps. Oui. Ouais, absolument. Est-ce que vous avez fait de la chirurgie esthétique, vous deux? Moi, non. Moi, oui. Est-ce que vous avez peur de mourir? Pas si c'est une peur de mourir, je pense qu'avant tout, et c'est un peu la même chose pour tout le monde, c'est une peur d'être malade et d'en mourir, mais d'être malade, c'est-à-dire des choses qui traînent, qui nous mettent dans un état, on a tous le spectre de certaines maladies du vieillissement qui sont pas très très joyeuses, donc c'est surtout ça. Mourir, vous savez, vous mourrez pendant votre sommeil, voilà, so what, quoi. Je dirais que par contre, oui, c'est vrai, c'est vrai. Faut pas que ça vienne trop tôt. Ouais. C'est ça. Bien sûr que vivre le plus longtemps possible, c'est toujours agréable, surtout quand on est plein de projets, qu'on trouve que la vie est belle, quand on se lève tous les matins. Donc évidemment qu'on n'a pas envie de mourir. Après, est-ce que ça fait peur? Non, je pense que c'est plus la maladie qui fait peur. En ce qui me concerne, en tout cas.
Je dirais tout. La mort, la perte de l'autonomie, la perte des capacités psychiques, la perte des capacités physiques, sans compter que la médecine n'est pas tendre quand on est malade. Je veux dire, par exemple, pour le cancer du sein, c'est pas le cancer du sein qui rend malade, c'est les traitements que les médecins utilisent pour combattre la maladie. Donc, on rentre dans quelque chose qui quand même a de quoi faire peur. Ah oui. Et Jean-Marc, vous disiez tout à l'heure sur la chirurgie esthétique qu'il y avait ce préjugé de contre-nature. Pourquoi, selon vous c'était pas vraiment la chirurgie esthétique, c'était de vouloir rester jeune. Alors, la chirurgie esthétique, c'est l'outil, c'est un des outils, une proposition pour rester jeune physiquement, mais c'est pas la seule, effectivement. Et pourquoi rester jeune serait justement contre nature? Mais la médecine est contre nature. Et pourquoi? Mais parce qu'on lutte contre la mort, parce qu'on lutte contre la diminution physique, parce qu'on lutte contre la diminution intellectuelle, parce qu'on lutte contre les accidents. Tout ça, c'est la nature. Et donc, les médecins luttent contre la nature en permanence. Absolument. Souvent, on dit que les chercheurs qui travaillent sur le vieillissement et la longévité, c'est parce que, péjorativement, ils veulent rendre l'humain immortel, mais c'est pas le cas. C'est la médecine, elle le fait en palliant, en évitant de mourir. Elle fait la même chose que ne fait la recherche, pas au même niveau, parce que probablement les découvertes qui sont faites dans la recherche, il faut que ça arrive dans le monde médical. Ça prend toujours un peu de temps, c'est en décalage. Mais l'objectif, ce serait hypocrite de dire que la médecine n'est pas sur essayer d'empêcher la mort. Est-ce que vos deux disciplines se valent pour rester jeune? La chirurgie esthétique intervient plus sur le physique. Ma discipline, on intervient plus sur la biologie, peut-être en profondeur, mais je pense qu'en intervenant en chirurgie esthétique, on agit aussi sur notre mental, et notre mental, on sait l'impact que ça a aussi sur notre biologie. Donc, c'est probablement des choses des approches qui sont complémentaires. Totalement complémentaires. Mais même toute la médecine qu'il y a au milieu, c'est-à-dire, il y a la recherche, il y a la médecine, c'est-à-dire empêcher les gens de mourir et de finir avec une jambe en moins, un poumon en moins ou quelque chose comme ça. Il y a la chirurgie esthétique. Tout ça joue sur le vieillissement à toutes les échelles. Mais vous êtes d'abord dans l'infiniment petit et ensuite sur le futur, quoi. Oui, on essaie de développer ce qui sera la médecine de demain, probablement, oui. Oui, absolument. Et c'est vrai qu'on se rend compte maintenant qu'il y a eu dans ce domaine-là du vieillissement et de la longévité en recherche une vraie accélération. Aujourd'hui, on est même on attend que ça arrive dans le monde médical parce qu'on sait qu'il y a plein de stratégies aujourd'hui qui sont utilisables. Alors, il y en a qui sont éthiquement discutables, mais il y a tout un certain nombre de stratégies qui, on le sait, ont un bénéfice. Qu'est-ce qui est éthiquement discutable, par exemple? Par exemple, ce Brian Johnson, dont on parlait tout à l'heure, il s'injecte du plasma de son fils. Plasma is a part of our blood. So when we get our blood drawn, we see a bunch of red stuff. A part of that is the plasma, which can be separated from it. And it started with this really wild experiment where two mice were actually sewn together to share the same circulatory system. It was an old mouse and a young mouse. The results showed that the old mouse got younger. The proposal is not that my father and I get sewn together. The proposal is that I donate my younger plasma to my father. It's possible that this will help him in a variety of ways. There have been several human trials since the mouse study, but young plasma is still an experimental invasive therapy. Even though we completed a battery of baseline measurements on him, there's some level of risk here. It's filled with all kinds of junk that your blood has inside of it, but this is completely clean, and there's usually something in there, but there's nothing in here. I created this human. He's now almost 18 years old. We're now doing this together. I never imagined in my entire life this kind of relationship with my child. Thanks for the plasma. No worries.
on sait que du plasma de jeunes contient des facteurs rajeunissants. Et quand on injecte ça à des souris vieillissantes, eh bien, elles rajeunissent. Et elles rajeunissent, elles récupèrent la mémoire olfactive, la mémoire spatiale, elles stimulent la régénération musculaire. Elles sont même en mesure lorsque le cœur est dilaté, de restructurer le cœur et de restaurer la fonction d'expulsion. Donc, typiquement, il y a des choses qui sont là. Alors, bien sûr, c'est éthiquement discutable. On n'a déjà pas assez de sang avec le don du sang pour sauver les personnes qui en ont besoin, qui ont besoin de transfusion. Donc, on ne va pas les prélever du sang de jeunes pour l'injecter aux personnes âgées. Par contre, on sait qu'il y a des facteurs qui circulent dans le sang qui ont cet effet. Et aujourd'hui, la recherche, justement, pour des raisons aussi éthiques, cherche ces facteurs pour essayer de les produire par génie génétique ensuite et pouvoir les injecter. Mais ce Brian Johnson, si j'ai bien compris, il joue aussi les apprentis sorciers. Absolument. C'est-à-dire qu'il fait feu de tout bois, il prend tout ce qu'il a vu qui avait l'air de... et il le prend... il va avoir des effets secondaires un jour, Brian Johnson. On sait bien que A plus B, c'est pas la même chose que A et B. Voilà, donc, en science. Oui, absolument. Je voulais vous montrer une image des chercheurs qui ont fait une étude en se demandant à quoi allait ressembler l'homme en l'an 3000. Peut-être vous l'avez déjà vu. Non. Non. Est-ce que ça vaut le coup de justement se dire peut-être on vivra 250 ans, 300 ans comme ça? Est-ce que ça vaudra le coup en tant qu'espèce humaine C'est pas très grave de ressembler à ça. Si on ressemble tous à ça, on va finir par trouver que ceux qui ressemblent à ça, mais qui ont un truc un petit peu plus comme ça, c'est mieux que... Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'idéal pour une espèce. Ça, ce sera pas tellement le problème, je crois. Oui, de toute façon, l'idéal de beauté en fonction des ethnies est différent. Hein. Donc déjà, qu'on ait un physique, effectivement, s'il est partagé pour tous, par tous, voilà, c'est pas... Oui, ça, c'est... Mais enfin, finalement, oui, vous nous montrez une projection de ce qu'on pourrait être, mais c'est probablement sans les découvertes anti-âge et puis la chirurgie esthétique. Vous pensez qu'on serait immortel un jour? Alors, l'immortalité biologique, j'ai du mal à y croire, mais par contre, il y a des transhumanistes de la Silicon Valley qui y croient fort et qui investissent énormément dans la recherche. Dans mon domaine, par exemple, qui est celui de la sénescence et de la reprogrammation cellulaire, il y a eu un projet il y a 2 ans qui est sorti, Altos Lab, avec Jeff Bezos, Sam Altman, ce fameux initiateur d'OpenAI et ChatGPT, donc intelligence artificielle. Et ils ont mis en place un projet à 3 milliards de dollars pour la reprogrammation et éradiquer la vieillesse. Et c'était enrichissant, ça a permis d'échanger des points de vue. On n'est pas rentré énormément dans le détail de la partie chirurgie esthétique. Je ne sais pas exactement tous les actes qui sont proposés pour effectivement faire que notre apparence physique soit plus acceptable. Je n'étais pas déjà contre cette pratique et donc si c'était nécessaire dans le futur, pourquoi pas. Je ne sais pas si on va être immortel, mais je pense que ça ne nous concerne pas. Et j'englobe aussi ceux qui ont 35 ans. C'est-à-dire que je ne crois pas que ça concerne un avenir envisageable à notre échelle. Sur l'espèce, alors ce que va devenir l'espèce, ça j'aimerais bien voir ça. J'ai des doutes sur l'immortalité biologique, vraiment, parce que... Vous avez aucun doute sur le fait que ça ne nous concerne pas? Ah oui, ça c'est clair. Ça, on n'a aucun doute. Je vais plus m'intéresser à ce que je mange. Néanmoins, ça m'a l'air encore un peu pas complètement clair, ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Quand Jean-Marc a dit qu'il fallait prendre des antidiabétiques 3 fois par jour, je me suis demandé si j'allais m'y mettre. Quand on fait n'importe quel type de traitement qui va augmenter la longévité, à chaque fois, les individus, enfin en l'occurrence les animaux, ils finissent par mourir quand même. Donc, ils vivent plus longtemps, donc plus jeunes, plus longtemps, mais ils finissent par mourir. C'est peut-être ça l'objectif, hein, c'est de vieillir plus jeune, puis mourir en bonne santé.